solo voy con mi pena, sola va mi condena. Ouais, donc je vous remets ça pour quelques minutes. Vous allez voir que je vais essayer de faire démentir ceux qui considèrent qu'il y a une tribune monocorde. Car je vais commencer par un accord que j'affirme. Je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Lorsqu'il dit 2 ans et demi de gouvernement de gauche, pardon, gouvernement socialiste, que c'est long. Et c'est vrai, il n'a pas tort. En réalité, le plaisir, sans connotation particulière, se passe toujours plus vite que ce qu'on le voudrait, alors que l'enfer, lui, dure toujours une éternité. Je passerai sur le caractère historique 19e, 20e siècle que nos deux amis ont développé, parce que j'ai pas grand-chose à rajouter, 48, la commune, et en fait, le fait que les fossoyeurs, non pas du mouvement social, mais du mouvement révolutionnaire, aient été ensuite les représentants de la gauche dans un certain nombre de situations, ça parle de soi-même. Mais on va dire que c'était en 48, c'est loin, c'était à la commune. Encore que, je pense que ça nous permet de transposer sur ce qui se passe aujourd'hui. Car si le temps a passé, il me semble que les situations ne sont pas énormément différentes. La gauche nécessite d'abord, si l'on va en parler, que l'on tire un constat. Parce que cette discussion n'a d'intérêt que si elle permet ensuite de prendre des décisions. Si c'est une discussion académique, ça n'a qu'un intérêt très limité. Les décisions, en gros, si je comprends bien, c'est de savoir quel type de rapport il faut avoir avec les uns et les autres, quel type de référence il faut avoir dans le programme que l'on peut se donner, ou quel type de référence il ne faut pas avoir. C'est ça l'enjeu. Donc il faut partir d'un diagnostic. La gauche aujourd'hui, ou ce qui s'appelle comme tel, est un organisme complètement éclaté. Il est fait, dans les 2 dernières années, de démissions successives, de ministres notamment, pour désaccords politiques, pour ceux qui le prononcent comme tel, ou pour simple fait de corruption, à répétition de la part de ministres, gouvernementaux donc, qui s'en sont mis plein les fouilles lorsqu'ils demandent aux Français de se serrer la ceinture. Les résultats électoraux sont catastrophiques depuis les élections présidentielles. C'est ça l'interlocuteur en France. C'est de ça dont il faut parler. L'accord gauche-droite est un accord à géométrie variable. Vous me direz, il s'agit des socialistes. Mais non, parlons de la gauche de la gauche. Dans la dernière échéance électorale, le Parti communiste français, censé être le fervent militant de la gauche oppositionnelle à gauche, est quand même celui qui à Paris s'est présenté avec les socialistes parce qu'il savait qu'il fallait sauver les meubles, et qui ailleurs a fait des listes contre le Parti socialiste parce que c'était plus rentable. Jean-Luc Mélenchon, en même temps, était celui qui, voyant le Parti communiste s'en aller, proposait un accord aux écologistes et aujourd'hui propose à Nicolas Hulot de se rencontrer pour savoir ce qu'ils vont faire ensemble. C'est ça la gauche. Et c'est ça la gauche de la gauche. C'est de ça dont il faut parler, et non pas d'une gauche rêvée ou fantasmée, mais d'une réalité qui est celle-là. Alors, est-ce que le débat sur la gauche nécessite en réalité une telle passion et tant de désaccords? Je voudrais vous citer un certain nombre de personnes qui, à mon avis, donnent l'enjeu. Mignard, ami de François Hollande, réclame un gouvernement de coalition gauche-droite autour de la défense de l'euro, car droite et gauche ne peuvent plus régler les problèmes l'une sans l'autre. C'était dans le Figaro du 3 novembre. C'était dans le Figaro du 3 novembre. Valls, Bayrou, la volonté d'un gouvernement de coalition est ramenée à sa juste valeur, et je m'excuse, on ne va pas en faire le théoricien de la soirée, mais il faut quand même le citer parce qu'on en est là, par Jean-Christophe Lagarde qui postule à la présidence de l'UDI. Et lui, il donne la réalité du débat, qui n'est pas un débat sémantique, qui est un débat très pratique. Il faut que Jean-Christophe Lagarde nous ramène à la lutte des classes pour qu'on sache de quoi on parle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je pense que nous risquons une explosion sociale. Et je ne vois pas comment nous allons passer les 30 mois qui nous séparent de la prochaine élection présidentielle comme ça, sans qu'il n'arrive rien. J'en ai le sentiment, dit-il. J'espère me tromper, mais cette résignation et cette exaspération, cela peut donner une révolte ou une révolution. Avant de mettre des points sur les i, sur la volonté, à gauche, d'un gouvernement d'union nationale, pour s'inscrire dans la lutte des classes, contre la lutte des classes, comme à la Commune de Paris, comme en 48,
48, il précise « Le problème, en parlant de Valls, c'est qu'il n'a pas la base politique ni la base sociale pour faire ce qu'il veut. Valls nous invite à venir vivre dans une maison commune dont il est le seul habitant. » Voilà l'enjeu de la discussion. À mon avis, la discussion sur la gauche n'est pas ailleurs. D'autant plus que la discussion, elle est très pratique. C'est Hollande et sa triple imposture lorsqu'il est élu. Vous me direz, ce sont les socialistes. Mais j'en ai déjà réservé une dose pour les autres, je vais y revenir. Parlons d'eux qui sont au pouvoir. C'est une triple imposture sur la question européenne avec Merkel, on en a parlé cet après-midi. C'est une triple imposture sur la question de la finance. Mon ennemi, c'est la finance, le meeting du Bourget. Jamais la finance a été aussi bien servie. Elle n'a pas besoin d'amis. C'est une triple imposture sur la question de la morale. Rappelez-vous la tirade qui avait de la gueule. Moi, président. Lui, président, ça a été les ministres qui s'en foutent plein les fouilles, qui sont obligés de démissionner, et ça a été des scandales à répétition, comme jamais il y en a eu qui marquent la Ve République, comme les plus beaux scandales de la Ve République. Et puis, ça a été dans les pas de la gauche européenne, qui pourtant a marqué son histoire. Blair et Schröder, ces gens sont tellement imbéciles qu'ils ne tirent même pas les enseignements de leur histoire. Ils ne tirent même pas les enseignements qui démontrent qu'ils vont eux-mêmes à leur propre perte pour servir le capital. Ça a été Blair et Schröder, qui, dans la foulée, indiquent que les chômeurs sont responsables de leur sort, comme les pauvres sont responsables de leur pauvreté, que les allocations sociales sont en ligne de mire, que la sécurité sociale doit suivre, que les pensions des petits retraités sont attaquées, que le socialisme de l'offre s'impose comme une règle intangible, avec le pacte de compétitivité qui offre 41 milliards aux patrons et 50 milliards de coupes d'ici 2017 dans les budgets publics et dans les budgets de l'État. Et puis ça ne suffit pas, parce que sur BFM, la télé que vous connaissez, chaîne continue, qui défend les intérêts particuliers de façon assez efficace, sur BFM, un éditorialiste économique nous explique que ça fait des années qu'il y a des baisses de charges pour les patrons. Mais que c'est pas ça qui va créer l'emploi. Ce qu'il faut pour créer l'emploi, c'est s'attaquer à la fiscalité. Or, jamais la fiscalité des entreprises n'a été aussi grande. Et en même temps, le patron des patrons appelle à descendre dans la rue ou menace. Et cela, voyez-vous, ça tombe pas du ciel. C'est le produit de la politique de la gauche qui, se couchant et l'organisant, permet à ceux-là de prendre le pas et de s'engager de cette façon. Voyez-vous, je ne pense pas que nous soyons dans un débat anecdotique sur les mesures. L'acte de décès du socialisme, tel qu'il a été défini dans les premières décennies du XIXe siècle, est devant nous. Toutes les questions pourront se poser. Les historiens vont se demander quelles ont été les raisons exactes et les moments cruciaux de ce décès. Les spécialistes de sciences politiques, sans doute, auront le temps de s'interroger pour savoir si ça a été inscrit dans le code génétique de la gauche, comme on dit, ou du socialisme. Mais enfin, pour les militants qui s'interrogent, et pour nous ici, la question, à mon avis, c'est de comprendre exactement ce qui se passe pour être en position d'agir. Et voyez-vous, comprendre ce qui se passe, c'est d'abord éviter toute confusion due à l'histoire. Il a été acquis que la gauche était synonyme de conquête sociale. C'est faux. C'est archi faux. Maintenir ça, c'est vouloir maintenir un carcan qui interdit aux classes sociales, aux forces sociales de se manifester, qui interdit aux militants de réfléchir. 1936, c'est la grève générale. C'est pas la gauche qui l'impose. C'est la grève générale qui s'impose à la gauche. 1945, 1947, c'est une situation de double pouvoir dans le pays, qui impose les mesures du Conseil national de la résistance. Comme ils ne veulent pas tout perdre, ils sont obligés de céder beaucoup. Mais c'est la lutte des classes qui l'impose. Où vous avez vu que c'était le Parti communiste qui avait imposé ça? Et ça n'est même pas le Parti communiste qui a écrit le programme national du Conseil national de la résistance. C'est sur la base des organisations syndicales et du mouvement d'en bas que ce programme a été écrit. C'est une falsification de l'histoire que de vouloir ramener à la gauche, comme vous le dites les uns et les autres, cette réalité historique qui en fait n'est qu'une réalité qui procède des forces sociales et de rien d'autre. En réalité, l'erreur, à mon sens, c'est d'assimiler la gauche et les classes sociales. Les classes sociales sont une réalité dans le rapport de production. La grève générale a imposé en 36, en 45. La grève de Renault a imposé en 47 les mesures qui ont été appliquées. Ce ne sont pas les représentants de la gauche
qui ont imposé quoi que ce soit, ils ont dû appliquer ce que le mouvement et ce que la lutte des classes leur a imposé. Ne pas comprendre ça, à mon avis, a des conséquences pratiques. Soit se définir comme étant la gauche de la gauche, c'est-à-dire un point géographique du néant, donc le néant soi-même. Ou alors, c'est évoquer la gauche, qui voudrait bien mais qui ne peut pas. C'est la fameuse gauche imaginaire que certains voient dans leurs fantasmes et rêvent, dans leurs meilleurs rêves, mais qui n'existent pas. Certains appellent le mouvement social à la rescousse, pour pousser la gauche à aller à gauche. Mais la réponse de ceux qui appellent le mouvement social, on le voit notamment aujourd'hui. Il ne sert à rien de remonter à 48, il ne sert à rien de remonter à la Commune de Paris. Je suis désolé, quoi qu'on pense de ce qui s'est passé au barrage dernièrement, quoi qu'on pense des motivations de manifestation, c'est une première depuis Malik Oussekine. Et cela, voyez-vous, c'est indélébile au fronton de la gauche, au fronton de ce gouvernement. Ce sont des gendarmes qui ont utilisé des grenades pour tuer et qui ont tué, sur consigne politique, parce que ça n'est pas un hasard, vu le nombre de grenades qui ont été tirées, vu la façon dont ça s'est passé. Et ça, à nouveau, quelle que soit la position que l'on a sur le barrage lui-même, ça n'est pas le débat. Le débat, c'est de savoir qu'à un moment donné, un pouvoir politique utilise les moyens qu'il a dans les mains pour faire taire une contestation qui le dérange. Alors la réalité visible, il me semble, c'est la mutation de la gauche dans son ensemble derrière le Parti socialiste. Parce qu'on va me dire, tout cela, tu es bien gentil. C'est pas honnête. Tu assimiles la gauche dans son ensemble aux horreurs du Parti socialiste. Je m'excuse, j'assimile rien du tout. Sur l'essentiel, nous en avons parlé cet après-midi. Sur la question de la souveraineté populaire, sur la question de la nation, sur la question de la République, sur la question de ces piliers qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, il y a un accord quasi total. Sinon un désaccord de façade, il y a sur le fond un accord total qui se retranscrit dans l'acceptation de l'Union européenne de toutes les forces qui se réclament de la gauche elle-même, de la gauche, du Parti communiste, du Front de gauche et des autres. Le reste, ça n'est que pour amuser la galerie, ça n'est que pour donner le change, ça n'est que pour créer le trouble. Sur le fond, ce sont les actes qui comptent, et les actes, nous les connaissons. Il y avait d'un côté ceux qui disaient il faut boycotter ces élections parce qu'elles sont illégitimes, parce que c'est la question de notre souveraineté, c'est la question du droit de notre peuple à décider lui-même qui est en cause. De l'autre côté, il y a ceux qui disaient peut-être que vous n'avez pas tort, mais qui allaient se présenter, qui allaient cautionner et qui allaient, avec leur liste, appeler les électeurs à voter. Il y a là un clivage, je suis désolé, qui est un clivage de fond, et celui-là, personne ne peut le gommer. Alors on nous dit, il y a le danger du Front National. Et face au danger du Front National, on ne peut pas, c'est l'argument au sein du PS, c'est l'argument à la gauche de la gauche, on ne peut pas prendre le risque du néant, parce que le Front National guette, et la fascisation du pouvoir n'est pas loin. Tout le monde aura compris que cela, c'est à nouveau un argument pour mieux camoufler la réalité. Le Front National, c'est pas l'antisystème. Le Front National, aujourd'hui, c'est la pierre angulaire du système. C'est ce qui va permettre aux uns et aux autres de tenter de réaliser le vœu auquel ne croit pas Jean-Christophe Lagarde et qu'appelle Manuel Valls de tout prix. La tentative, au nom du danger, soi-disant fasciste, la tentative de créer un gouvernement d'union nationale contre la classe sociale et contre les revendications qui peuvent s'exprimer. Je pense que rien ne sépare aujourd'hui la gauche dans son ensemble de la droite dans ses particularités. Rien ne les sépare. Bien sûr, c'est douloureux. Bien sûr, pour ceux, et c'est tout le monde en gros. Ensuite, chacun réagit avec les délais qui sont les siens et fait sa propre analyse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc c'est douloureux de reconnaître que ce dont on s'est réclamé soi-même pendant des années n'a rien à envier à ce qu'il y a de plus pire dans l'ennemi qui est en face de soi. Il n'y a pas de différence. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune ni dans le personnel politique. Il n'y en a aucune ni dans le programme, et je vais plus loin. Il n'y en a plus pratiquement aucune ni dans l'électorat des uns et des autres. Il y a ici un sondage. Je voudrais vous en donner quelques lignes. Évidemment, ça ne vaut que ce que valent les sondages, mais enfin ça existe. Donc on peut quand même en dire un mot. Quand on parle de tous, parlons de celui-là. Pour chacune des propositions suivantes, êtes-vous très favorable, favorable, etc. Baisser les impôts et réduire les dépenses consacrées aux services. C'est un sondage, paraît-il représentatif, au sein d'électeurs de gauche, PS,
PC, Front de gauche, Vert. Êtes-vous plus ou moins favorable? Très favorable. 61% des sondés se déclarent favorables. La baisse des impôts et la baisse des crédits attribués aux services. Réduire les allocations des chômeurs, qui refusent 3 offres d'emploi successivement proposées. Mais il n'est pas fou, Rebsamen, quand il en parle. Il sait qu'il y a ça derrière. 55% des électeurs de gauche disent qu'ils sont pour la réduction. Je dis qu'il n'y a plus de différence sur le fond politique, ni du personnel, ni du programme, ni des électeurs. Voilà le néant face au canon. Et face à ce néant, il ne sert à rien d'appeler les vieilles chimères pour essayer de se rassurer. Face à ce néant, il n'y a à mon sens qu'une attitude possible, le constat de la réalité telle qu'elle est, et partant de là, essayer de combattre cette réalité pour se restructurer, se reformer, se réapproprier une pensée, se redonner un programme et les moyens de l'action. Les divergences aujourd'hui, Denis en a parlé, c'est sur le sociétal, la GPA, la PMA, le mariage homosexuel. Et encore, je vais vous dire, il faut rester modeste là-dedans. Parce que Giscard d'Estaing, en son temps, il a fait 10 fois plus que ces braves gens. L'avortement, le service militaire, le droit des taulards, etc. C'était Giscard. Donc si le clivage il est là, il faut être giscardien, il faut pas être de gauche. Il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Donc c'est pas comme ça que les problèmes peuvent se poser. Les socialistes devaient se distinguer sur l'écologie, c'est sans commentaire. En fait, la gauche a été redistributive. Le fond de ma question, pourquoi cette notion n'a plus de sens? C'est parce qu'il n'y a plus rien à redistribuer. Il y a tout à regagner pour eux. Il y a tout à reprendre. Nous sommes dans l'ère du capitalisme absolu, dans lequel, comme disait l'autre, il n'y a plus de grain à moudre. Il faut tout reprendre, et tout reprendre, on en a parlé cet après-midi, ça va être la sécurité sociale. Il n'y a pas d'autre enjeu. Sur l'essentiel, la nation, la République, ses valeurs, nous avons tiré le bilan, je n'en rajouterai pas. La gauche dans son ensemble est de mon point de vue morte. Cela ne signifie pas qu'elle va disparaître, parce que le système a besoin que les mirages continuent pour mieux nous enliser dans le type de débat de savoir si c'est ça le point de repère, ou si le point de repère, c'est notre indépendance intellectuelle, c'est notre indépendance matérielle, c'est notre indépendance politique, c'est notre indépendance programmatique. Donc ils ont besoin, pour l'interdire, de continuer à faire vivre des mirages. Vous aurez toujours un parti communiste à 2%, comme gauche de la gauche, d'un parti socialiste à la Schröder ou à la Blair, qui sera marginal, mais qui occupera une fonction, parce qu'il en faudra toujours un, parce que s'ils laissent le terrain vide, c'est la possibilité de le remplir. Ils vont faire ce qu'il faut pour que cela ne se pose pas. C'est à nous de ne pas tomber dans le piège, et de savoir que ça n'est que sur une base indépendante, à mon sens, qu'il est possible de se réorganiser, de se réapproprier, de se restructurer. Une base qui pose le problème, et j'en conclus, à nouveau, avec le respect de notre souveraineté, avec la défense de la République et de ses valeurs, avec la reconnaissance de la nation comme cadre, qui nous permet de débattre, qui nous permet de nous organiser, qui nous permet de nous structurer. Bref, un programme qui permette de se donner les moyens politiques de notre indépendance et du droit